On est parti, et donc on va parler ensemble de diagnostic et d'épidémiologie de ces infections. On va parler de l'histoire naturelle de ces infections à virus respiratoires, dire quelques mots de la symptomatologie, parler de l'élément de gravité que constitue la co-infection, je vais baisser mon masque, vous êtes d'accord, que constitue la co-infection virus-bactérie. Et puis nous ne parlerons pas ni de traitement, ni de prévention. Il faut faire des choix, on est sur 15 minutes. Alors, quand on parle de pneumonie à virus respiratoire, de pneumonie virale au sens large, eh bien, on parle finalement des virus qui sont encadrés en jaune ici, un ensemble de virus qui, vous allez voir, sont hétérogènes dans leur structure. Il y a des virus à ADN, il y a des virus à ARN, ils ont des arsenals génomiques différents, mais ils ont quelques points communs qu'on va détailler ensemble, et c'est pour ça qu'on les aborde volontiers sous le terme des virus respiratoires, et vous allez voir quels sont leurs points communs. Alors premièrement, on en fait volontiers le diagnostic avec un seul outil qui est maintenant la PCR multiplex. On avait jusqu'à il y a quelques années un outil gold standard qui était la culture des sécrétions respiratoires avec donc la culture virale. C'est ce qui permettait notamment l'étude des résistances, mais c'était des techniques qui étaient longues et donc inadaptées à la réanimation. On a transitoirement utilisé des antigènes viraux et on utilise désormais strictement les PCR virales. Et vous connaissez ces outils, hein, donc des PCR qui ont un large panel qui permettent de screener, de détecter, de rechercher un large panel du virus respiratoire, ce qu'on vient de voir sur la diapositive précédente. Et donc, c'est des PCR qu'on dit syndromiques, c'est-à-dire dans le cadre d'un syndrome, typiquement l'insuffisance respiratoire aiguë, eh bien, j'utilise une PCR multiplex qui permet de balayer l'ensemble des virus et éventuellement des bactéries pour certaines PCR, éventuellement impliquées dans le tableau clinique. Alors, donc, on utilise un outil commun. C'est des virus qui ont un tropisme pour l'ensemble des voies aériennes, hein. C'est un point commun important à l'ensemble de ces virus, à l'ensemble des voies aériennes. Et je vous montre ce travail-là, qui date d'il y a 3 ou 4 ans. On a ces chercheurs ont créé un virus respiratoire syncytial recombinant, donc un virus transgénique. Ils ont incorporé dans la séquence du virus une séquence qui permet, lorsque le virus est présent, d'observer une fluorescence rouge ou verte, mais peu importe. Et donc on infecte ici des cellules épithéliales respiratoires avec ce virus, et on voit au fur et à mesure des heures apparaissent de la fluorescence rouge, et donc le virus se réplique dans ces cellules bronchiques, et on voit la même chose en bas. Alors ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de la souris. Quand on prend des photos de la souris avec une caméra sensible, eh bien on a de la lumière quand il y a de la réplication virale grâce à cette structure recombinante du virus. Et donc là, on est à 3 jours. Donc on fait un aérosol à la souris avec un petit embout qui se met sur son museau, qui vaporise du virus. Et on regarde où est-ce qu'il y a du virus au bout de 3 jours. Eh bien, au bout de 3 jours, la souris, elle a surtout du virus au niveau du nez. On peut dire qu'elle est enrhumée, quoi. Et puis ensuite, ça descend, hein, comme disaient les anciens, ça descend sur les bronches. C'est-à-dire qu'à 4 jours, on commence à avoir de la fluorescence au niveau des poumons, et à 5 jours, elle a surtout une pneumonie, elle n'a plus trop de signes respiratoires hauts, et puis au bout de 7 jours, elle est guérie, la souris. Et donc ça vous montre vraiment l'histoire naturelle de l'infection à virus respiratoire, avec la contamination au niveau des voies aériennes hautes, les signes initialement aériens hauts, et puis ça descend, la bronchite, la pneumonie, et puis finalement la guérison se fait aussi de haut en bas, avec d'abord la disparition des signes en haut et puis finalement la disparition des signes en bas. Et là, on a l'échelle de temps avec cette activité, enfin le nombre de copies par ml de broyat de poumon. Donc on a sacrifié des souris aux différents temps et puis on a quantifié la charge virale dans le poumon. Et bien vous voyez qu'on culmine à 5 jours. Et puis ensuite, la souris, elle guérit. Et on observe la même chose chez l'humain. Là, on a des volontaires sains qui se font infecter, là aussi par un virus respiratoire syncytial. On quantifie leurs symptômes et puis la quantité de mucus, de morve, on peut dire, qui crachent par jour en poids, en masse. Et donc, on constate que vers 5 à 6 jours, c'est là qu'ils sont le plus malades, et puis en 10 jours, ils guérissent. Donc ça, c'est assez commun au virus respiratoire, cette symptomatologie qui va on dit du nez à l'alvéole, volontiers descendante sur une échelle de 5 à 15 jours. Et regardez ici, on a quantifié des épisodes viraux en termes de durée d'expression virale en fonction de ces différents virus respiratoires. Et vous voyez que globalement, un épisode viral, pour ces différents virus respiratoires, ça dure entre 1 et 2 semaines en médiane. Hein, c'est ici l'échelle en semaines d'excrétion virale pour un épisode d'infection. Donc c'est des infections qui durent, et vous le savez, 1 à 2 semaines.
Donc une histoire naturelle assez caractéristique, assez stéréotypée, une histoire plutôt aiguë et une symptomatologie assez aspécifique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable sur la seule présentation clinique de dire « Ah, ce patient, il a plutôt un virus de type VRS, celui-là, il doit avoir plutôt un rhinovirus, celui-là, il doit avoir plutôt un adénovirus ». Je vous le dis, vous êtes plutôt incapable de faire ça, en tout cas ceux qui ont observé la symptomatologie clinique, soit en termes d'histoire, de délai, soit en termes de type de symptômes, ont été en difficulté pour identifier des phénotypes cliniques, des présentations cliniques caractéristiques d'un virus ou d'un autre virus. La seule chose qu'on peut dire et qui ressort de ce travail et puis d'autres travaux ensuite, c'est que les virus influenza, les virus grippaux, ont une symptomatologie un peu plus bruyante en termes de signes extra-respiratoires et notamment en termes d'asthénie, d'altération de l'état général, de céphalée ou de myalgie ici sur ce graphique-là. Ça, c'est une première chose qu'on peut dire. Donc, les infections dans ce cortège des virus respiratoires, les virus grippaux sont ceux qui sont le pourvoyeur d'une symptomatologie la plus marquée sur le plan des signes non respiratoires. Et puis, la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'en termes de délai de guérison, ici en jours, délai de disparition des symptômes pour différents virus respiratoires, c'est assez petit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont les virus VRS et métapneumovirus qui sont les virus associés à une symptomatologie la plus prolongée. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont une durée de guérison assez semblable, mais que peut-être il y a des virus pour lesquels les épisodes durent un petit peu plus longtemps. C'est typiquement le cas du VRS, le virus dont vous savez qu'il est pourvoyeur des bronchiolites chez l'enfant. Donc une symptomatologie aspécifique. Et deuxièmement, il y a un message important que vous devez garder à l'esprit, mais on en a largement parlé au cours de la dernière année, c'est commun avec le Covid. La symptomatologie, elle est inconstante. Je veux dire qu'il y a un certain nombre d'infections qui sont asymptomatiques. Et c'est vrai pour tous les virus respiratoires, et c'est vrai y compris pour ceux dont on dit qu'ils sont les plus bruyants en termes de symptomatologie, notamment pour les virus grippaux. Ici, on suit une centaine de familles américaines, de maisons américaines, et toutes les semaines, pendant 1 an, on fait une PCR multiplex dans le nez à tous les gens de la famille. Toutes les semaines. Et donc, on quantifie le nombre d'épisodes viraux, et donc quand quelqu'un a des symptômes et du virus dans le nez, on dit qu'il a un épisode viral, et on observe que les autres gens de la famille ont éventuellement des symptômes aussi, mais éventuellement pas. Et on quantifie le nombre d'excrétions virales asymptomatiques et symptomatiques. Et on fait ça pour les différents virus respiratoires, et à chaque fois que la barre elle est claire, ici, ça veut dire que l'épisode était asymptomatique. Par exemple, pour le métapneumovirus humain, il y avait 83% des épisodes d'excrétion virale, de crash du virus, qui étaient symptomatiques. En d'autres termes, 17% étaient asymptomatiques. Alors, les effectifs ne sont pas très gros, mais par exemple, vous voyez que pour les virus influenza A, la grippe, on a 24% des épisodes, si je calcule bien, qui étaient asymptomatiques. Ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que dans la famille, il y avait un quart des épisodes grippaux qui étaient totalement asymptomatiques. Ça vous arrive parfois, il y a un épisode dans la famille, tout le monde est malade dans la famille, puis on dit « Ah ben moi, je suis passé au travers ». Je ne sais pas pourquoi je suis passé au travers. Non, je ne suis peut-être pas passé au travers, j'ai craché du virus, mais j'ai eu aucun symptôme. Et ça, c'est très possible pour tous ces virus-là. La deuxième chose qu'on sait, c'est que les virus, ils circulent largement dans la communauté, et ça, vous le savez. Et là, regardez, c'est toujours le même travail. Il y a 52 petits bonhommes pour 52 semaines dans l'année. À chaque fois qu'il y a un petit bonhomme qui est noir, ça veut dire qu'il y avait une personne qui était enrhumée dans la famille, qui crachait du virus. Et on regarde ça en fonction de l'âge du plus jeune enfant dans la maison. Vous voyez, quand il y a un enfant de moins de 5 ans dans la maison, il y a au moins une semaine sur 2 dans l'année, 50% des semaines pendant lesquelles il y a au moins une personne qui a un épisode d'infection virale. Et là, on regarde en fonction du nombre d'enfants dans la maison. Quand il y a 6 enfants dans la maison, il y a 87% des semaines dans l'année où il y a au moins une personne qui est enrhumée dans la maison. Voilà. Donc les virus, ils circulent beaucoup, et ils circulent a fortiori quand il y a des enfants jeunes et quand il y en a beaucoup. Voilà, à réfléchir pour les plus jeunes d'entre vous. Voilà. La circulation des virus, elle est saisonnière. En gros, elle est saisonnière, en tout cas tous cumulés. Ça, c'est les documentations virales à l'hôpital Bichat entre 2011 et 2016. Alors évidemment, on fait de plus en plus de tests, mais le message, c'est qu'il y a un pic en hiver, il y en a moins en été. Alors évidemment, on fait plus de tests, aussi en hiver, on en fait moins en été. Elle est globalement saisonnière, mais ce n'est pas vrai pour tous les virus respiratoires. Il y en a qui sont typiquement saisonniers, vous le savez, comme la grippe ou le VRS pour la bronchiolite, enfin pour le virus des bronchiolites. Et puis il y en a qui circulent un peu plus toute l'année, de manière un peu plus chaotique, un peu en permanence. Et c'est typiquement le cas des rhinovirus, ici en bas, où vous n'êtes pas capable de dire « Ah bah, il y a plutôt une saison où il y a des rhinovirus, plutôt une saison où il n'y en a pas ». Et non, il y en a un petit peu toute l'année.
Alors, on passe ensuite un peu pour vous donner une idée de en termes d'épidémiologie des pneumonies, de la fréquence à laquelle on documente ces virus dans les infections respiratoires basses de l'adulte. Ici, on met côte à côte 4 séries d'adultes admis en réanimation pour des pneumonies. Donc on parle de pneumonie grave, hein, c'est le sujet qui nous intéresse ici, puisque l'état du malade requiert l'admission en réanimation. Et à chaque fois, dans ces séries, on a utilisé le test de référence, la PCR multiplex, chez tous les malades. Eh bien, vous voyez qu'on a documenté du virus chez un tiers à la moitié des patients. Donc ça, c'est un message fort, hein, qui bouscule un peu un dogme qu'on avait autrefois, la pneumonie, la maladie bactérienne, la pneumonie franche lobaire aiguë. On a maintenant la conviction que dans ces pneumonies, il y a du virus, pour peu qu'on le recherche, chez un tiers à la moitié des patients. Et deuxième message important, c'est qu'il y a une proportion non nulle, cette ligne rouge ici, une proportion non nulle de patients qui ont une co-infection virus-bactérie. Et donc ça, vous allez le voir après, c'est probablement le principal élément de gravité dans ces infections virales que d'avoir simultanément une bactérie et un virus. Ce qu'on sait aussi à travers ces différents travaux, c'est que le pronostic, en tout cas les principaux virus pourvoyeurs de formes graves, de formes létales, de formes compliquées, ce sont ces virus grippaux, VRS et le métapneumovirus qui est un cousin du VRS. Autant je vous ai dit, il y a des similitudes dans ces virus en termes de présentation clinique, en termes d'histoire naturelle de haut en bas, etc. Autant il y a quand même complètement des différences en termes de pronostic, et on sait clairement que ces 3 virus, ce sont ceux qui dominent en termes de pronostic, sont ceux qui sont le plus pourvoyeurs de formes graves. Quelques éléments de pronostic pour que vous ayez ça en tête. Ici, dans cette série à l'hôpital Bichat, 174 malades, on les classe selon que les patients avaient une pneumonie bactérienne, virale ou mixte, c'est-à-dire virus et bactéries. Alors on va en bas ici, on regarde la mortalité hospitalière dans toute la cohorte, elle était de l'ordre de 17%, et on avait une mortalité qui était plus importante dans le groupe des patients qui étaient co-infectés par virus et bactéries. Donc la pneumonie virale à elle seule a une mortalité qui était là de l'ordre de 11%. Voilà, c'est pas très loin de la mortalité de l'ensemble de la cohorte. En revanche, les patients qui étaient co-infectés par virus et bactéries, ils étaient plus graves. Et on avait, alors je vais peut-être passer là-dessus, sinon je vais être en retard, on avait montré dans une analyse matchée complémentaire que c'était vraiment le fait d'avoir une bactérie et n'importe quel virus qui était associé à la gravité. Il n'y avait pas de couple virus-bactérie particulièrement problématique. C'était seulement le fait d'avoir une bactérie et n'importe quel virus associé. Alors il y a tout un rationnel biologique, et je vais aller très vite, mais il y a un certain nombre de données biologiques qui soutiennent cette gravité de la co-infection, qui montrent notamment qu'on n'a pas seulement un effet additif entre l'agression de la bactérie et l'agression du virus, mais qu'on a probablement un effet synergique. Et là, par exemple, on infecte des souris avec du pneumocoque et un VRS, donc on est complètement dans l'infection commune, disons. Alors ce qu'on voit d'abord ici, c'est qu'il y a une tendance chez les souris qui sont infectées par le VRS à avoir plus de charge en pneumocoque dans le poumon. En d'autres termes, comme si la présence du virus avait favorisé la virulence de la bactérie, comme si, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une sorte de synergie, d'association d'agresseurs entre le VRS et le pneumocoque. Et ici, par exemple, on a un score clinique de la souris infectée. Donc, on regarde si elle bouge dans la cage, si elle mange, si elle prend soin des poils, etc. Et donc, les souris infectées par soit le VRS, soit le pneumocoque avaient un score plutôt bon. Mais celles qui étaient co-infectées avaient un score très mauvais. Et donc, voilà, ça c'est typiquement ce qui éclaire la gravité de la co-infection. Bon, il y a plein d'autres travaux, avec quelques en tête qui sont marqués ici, qui détaille les différents mécanismes par lesquels la bactérie et le virus, avec différents couples étudiés, peuvent avoir une synergie d'agression. Voilà, j'en termine avec cette diapositive. Donc sur les messages clés, forcément, j'ai fait des choix dans ce que je vous ai montré. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'était que quand on s'intéresse à n'importe quel cadre nosologique d'infection respiratoire basse, qu'on s'intéresse à la bronchite aiguë, qu'on s'intéresse à l'exacerbation de bronchite chronique, qu'on s'intéresse à la pneumonie, quel que soit le cadre auquel on s'intéresse, on documente toujours des virus respiratoires chez, en gros, un quart à la moitié des patients, pour peu qu'on les recherche avec des outils multiplex. Je vous ai montré que le tropisme de ces virus pour les voies respiratoires était donc commun à l'ensemble des virus, avec une histoire d'infection qui est plutôt aiguë et puis qui est plutôt descendante,
avec une guérison aussi qui est volontiers descendante. Une symptomatologie aspécifique et inconstante, même si vous l'avez entendu, les virus grippaux sont sans doute ceux qui ont la symptomatologie la plus bruyante. Et puis en termes de pronostic, je vous ai montré que principalement le pronostic est dominé, pour ce qu'on sait à ce jour, par la gravité de la co-infection virus-bactérie. Voilà, j'en ai terminé.